ici à Kiltigheim, à côté de Strasbourg. Nous allons à la rencontre de Kamran. Kamran est iranien. Il va nous raconter son histoire et sa vie. Oui. Bienvenue, Je suis ravi. Magloire. Je suis très heureux d'être là. Moi de même. Ravi. Enchanté. Ravi d'être chez vous. Bienvenue à Humanis. C'est vous, chez toi. Oui, Moi, chez chez toi. Humanis. Bienvenue, bienvenue. Je m'installe. Installe-toi, oui, s'il te plaît. Humanis, qu'est-ce que c'est? C'est une institution, une association? C'est un collectif d'associations solidaires. Tu as autant des associations qui sont dans le champ du caritatif ici en France, qui font par exemple des maraudes pour les gens à la rue, que des associations qui vont travailler en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. En fait, c'est mutualiser les besoins des associations solidaires D'accord. et y répondre par la création d'emplois d'insertion. C'est extraordinaire. T'as le droit aux Oui, petites mais douceurs? Les petites douceurs, n'aime pas trop, mais bon. Bah quand même, quoi. Je ne peux pas refuser. Voilà, Je ne peux quand pas même. refuser. On va se parler de toi, de l'Iran et de cette époque. Tu es venu donc en France, tu avais quel âge? En février 78, j'avais 8 ans. En fait, mon père, à cette époque-là, il importait du matériel sportif. Donc il avait des relations de travail et amicales forcément, Voilà. un peu partout. Pas mal en Europe, et surtout en Italie, en Angleterre et en France. Voilà. Donc on a fait ces 3 pays finalement, mon père et moi. On a passé une semaine, 10 jours dans chacun de ces pays, parce que je m'en souviens, tu vois. Et à chaque fois, je me souviens qu'il me demandait, voilà, comment t'as trouvé et tout ça. C'est vrai que je réalisais pas que finalement, de ce que j'allais dire et tout ça, c'est le choix qui serait fait, tu vois. C'était pas comme ça que je le percevais, en fait. Et je suis le plus jeune, j'ai 2 grands frères. Pardon de poser une question aussi indiscrète, mais tu sais pourquoi ton père, c'est à toi qu'il a demandé? Parce que c'est moi qui allais commencer ma scolarité là. Les 2 autres, c'était pas prévu qu'ils viennent. D'accord. Il y en a un qui venait de passer le bac, il allait faire l'université en Iran. C'est pour ça que je te dis, c'était pas pour fuir une révolution naissante. C'était pas prévu que mes frères viennent tout de suite. Tu vois, pour moi, c'était effectivement... C'était plus l'optique que tu fasses des études en Europe, comme certaines moi, familles le font. Voilà, que moi, je commence ma scolarité là, et puis les autres, effectivement, pour l'université. Mon deuxième frère, Cambyse, qu'on verra probablement demain, lui, par exemple, il serait venu peut-être pour l'université, tu vois. C'était comme ça que c'était un peu imaginé. Et du coup, on a fait un peu d'abord l'Italie, après l'Angleterre, et puis on est venu ici en France, on est venu directement à Strasbourg, parce qu'il avait ici un étudiant, un doctorant en chimie marié à une Française. Et en fait, c'est chez eux que j'ai habité pendant 1 an, jusqu'à la Révolution, puisque mes parents, ma famille sont venus en France après. Voilà. Donc pendant 1 an, tu habitais chez ces gens que tu connaissais? Mais que je ne connaissais pas avant. C'était pas compliqué, difficile? Si, c'était compliqué. Outre l'éloignement, ce qui était vraiment aussi dur, c'était d'intégrer la culture française, quoi. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, Colette, la femme du couple chez qui je vivais, je veux dire, c'était l'éducation à la française. Il fallait qu'à 19h, je sois au lit. J'avais 8 ans, quoi, hein, 19h, 20h, il fallait que je sois au lit et que, voilà. À l'iranienne, les gamins, ils se couchent à 1h du matin. Quand ils ont envie d'aller se coucher, ils vont se coucher. Même s'ils ont classe le lendemain, tu vois. Donc moi, j'étais éduqué comme ça, tu vois. Donc t'es là, dans une chambre, t'as un bouquin, à la limite, tu vois, une BD, un truc, et encore, tu vois, les débuts, je savais pas lire français. Je parlais pas un mot de français avant de venir en France. C'était vraiment, les premiers mois, c'était très, très difficile. Et comment il arrive à se faire au bout de 6 mois, 1 an? Bah, avec l'apprentissage du français, du coup, c'est plus simple, parce que du coup, tu communiques avec les autres, avec les autres enfants, tu te fais des amis. Assez rapidement, j'étais intégré, et voilà, quoi. Si Kamran fait de l'humanitaire aujourd'hui, le petit Kamran devait être liant aussi, et devait avoir le même sourire. Je sais pas. Ça, c'est d'autres qui pourront te le dire. On va mener l'enquête, alors. Ouais, il faut peut-être, ouais. Et aujourd'hui, la France, tu la vois comment? Ben, je la vois comme toujours un grand pays, une France qu'on a envie d'aimer, qu'on aime, qu'on a envie de défendre contre les obscurantismes. D'ailleurs, ce qui m'a décidé à devenir français, c'est ça. Jean-Marie Le Pen au 2e tour, tu vois. Parce que jusque-là, j'étais pas français, en fait.
Et là, c'était vraiment le fait de dire, pour pouvoir agir pour que ce genre de choses n'arrive pas, il faut faire le choix d'être français. C'est pas que administratif, c'est aussi une mécanique mentale, en fait. De dire, je me préoccupe, c'est-à-dire je m'engage, je m'investis, quoi. Tu as rassemblé deux identités, deux nationalités qui font quelque chose de plus fort et de plus riche. Voilà, aujourd'hui, voilà, j'aime autant la France que l'Iran et je me sens pas obligé de choisir, en fait. Cette double culture est à l'origine de l'association Strass-Iran, fondée en 2010 par Kamran, aux côtés de ses amis iraniens, mais aussi de Catherine, son épouse française. Strass-Iran, c'est un dialogue entre la France et la Perse, à travers les arts et la culture. C'est dans la maison du peintre Ali, près de Strasbourg, que je m'apprête à passer une soirée hors du temps. Bobak, Kové, Sépidé et Kian. C'est le fiston Kian. Très heureux. Comment ça s'appelle? C'est un tar. Mais en Iran, on le joue avec un autre instrument, l'archet, qui s'appelle kamanché, et la percussion qui s'appelle tombak, ou zarb. Je te ferai écouter son dernier album. D'accord. Où il fusionne aussi du Brassens. Enfin, il fait des choses vraiment très, très intéressantes dans le mélange interculturel qui sont Baudelaire, voilà. Ah oui, donc de vrai mélange de Ah cultures. oui. Et c'est vraiment captivant. C'est pas juste expérimental, Oui. c'est captivant. Il va peut-être nous faire l'honneur d'en faire un petit exemple. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me demande que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. J'en ai fait pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme. Nous le brave, j'en ai pas que l'on suive notre route que. Nous le brave, j'en aime pas que l'on suive notre route que. Tout le monde se fait muet, ça va de soi. Yes! Georges Brassens au son du tar. En Iran. Continuons à l'intérieur. Allez, je vous Il y a le reste des membres de l'association dedans. Catherine, mon Je m'en épouse. doutais. Avant la génération Strass-Iran, il y avait une autre génération qui ont créé déjà en 98, si je ne me trompe pas, 98, l'association d'Amavand, comme la montagne d'Amavand, le plus grand monde du Moyen-Orient. En fait, j'habite ici depuis 29 ans. Dès le premier jour, lorsque je suis arrivé, les rencontres avec des gens, des habitants ici, c'est passé très bien. Et à un moment donné, histoire des Front National et tout, ils ont un peu développé dans ces régions. Et il y a une association ici qui m'a demandé si tu peux un jour, comme notre prêtre qui est libanais, qui a parlé un peu de Liban, est-ce que tu peux parler d'Iran? Donc j'ai fait porte-à-porte de tous les Iraniens et on a fait un week-end de faire connaître la culture iranienne. La culture a des ingrédients universels. Partout on a des poètes, partout on a des cinéastes, partout on a des écrivains, des peintres. Finalement, ils nous ont demandé de faire cette exposition-là. Et après, j'ai vu, les gens, ils étaient intéressés. Et après, on a dit, bon, on va réunir, on va faire quelque chose, une association, pour que ça dure. Ce que vous venez de nous décrire là, c'est l'essence même de notre documentaire Rassemblance. Ah.
moi je suis en train d'émonder des amandes pour les mettre dans la tagine. Ah, on a un plat du nord de l'Afrique. Oui, c'est pas alsacien. Et aux enfants, vous leur avez fait toujours goûter des cuisines d'ailleurs. Parce qu'on avait des amis d'ailleurs. D'accord. Comme m'a dit Catherine quand elle nous a ramené Camarade, elle dit mais maman, je n'allais pas choisir un Alsacien avec tous les étrangers qu'il y a eu chez nous. Et puis en plus, les Iraniens ont un gros avantage, ils sont très respectueux de la personne plus âgée. Oui, c'est vrai. Alors moi je suis gâtée avec mon gendre. Et puis le tagine, tu nous montres peut-être à quoi ça va ressembler. Si vous posez votre sac, vous allez me porter le tagine là-dessus. Ah bon, donc, ça y est, me voilà embauché, me voilà embauché. Alors, est-ce que je l'ai bien en main? Oui, je l'ai bien en main. Oui, vous avez intérêt, parce qu'autrement, c'est foutu. Voilà. Bon, merci. Alors ça, je vais l'enlever. Je vais aller voir Camarade si vous... Ouais, d'accord. J'ai tellement peur que vous me fassiez encore travailler que je préfère prendre la suite. En fait, dans cette maison, il y a plein de gens de venus de partout qui venaient. Tu peux nous en parler, Catherine? Je pense que l'origine aussi, c'est que papa a fait des études de théologie pour être père blanc, en revenant de la guerre d'Algérie. D'accord. Et donc, il a connu tout le milieu missionnaire. Et à l'époque, à Strasbourg, dans les années 70, il y avait la maison des étudiants pères blancs de France, qui était à Strasbourg, à 200 mètres de là où on habitait, à Neudorf. D'accord. Et ils étaient engagés dans la paroisse auprès de jeunes, d'adolescents, avec des étudiants pères blancs. Et c'est comme ça qu'ils ont toujours eu un lien avec l'Afrique et avec ces gens missionnaires qui étaient en Afrique. Donc, c'est une des portes d'entrée qui a fait qu'il y avait du monde qui venait de partout. J'ai l'impression, d'après ce que racontait maman, que j'étais toujours attirée par la différence. Mais c'était un peu logique, puisque papa a voulu être père blanc, qu'il était d'XP et qu'il prenait soin des autres. Peut-être, oui. Est-ce que c'est une vie d'engagement que vous faites? Parce que quand Humanis est arrivé, mais il y avait d'autres choses avant, c'était aussi une façon de s'engager pour les autres. Tout à fait, parce qu'au départ, on voulait partir en Afrique, enfin en Afrique, ou c'était en Afrique surtout, mais c'est vrai que moi, j'avais envie de faire... J'ai fait une formation en maladie tropicale en Belgique, 1 an et demi après ma formation, et Cameron, notre projet était effectivement un moment de partir. On n'est pas parti, mais on le fait autrement. De toute façon, quand on s'est mis ensemble, on était en camp scout en Égypte, avec sœur Emmanuel, dans un projet d'échange. Donc notre histoire a commencé à travers ce genre de projet. C'est ce qui nous a rapprochés aussi, c'est cette envie d'engagement, je pense. Il y a dans le processus éducatif d'engagement des scouts la démarche d'aller vers un engagement solidaire. La mission, c'était pendant 3 semaines dans la région du Caire. C'était effectivement la rénovation d'un hôpital. D'accord. Avec sœur Emmanuel. Je pense qu'elle a marqué vraiment ma vie. Moi, je dirais que sœur Emmanuel a marqué ma vie. On a eu 2-3 échanges avec elle, dont un vraiment qui était très structurant pour moi, enfin qui m'a fait comprendre beaucoup de choses dans la vie. En fait, à cette époque, pour des raisons multiples, j'étais un peu révolté contre la misère, a fortiori là, au Caire, voilà. Et puis, je lui ai posé cette question, quoi. Je lui demande, vous qui avez probablement réfléchi à tout ça plus que nous, ça vous révolte pas? Enfin, pourquoi c'est comme ça? Si Dieu existe, pourquoi il y a autant d'injustice, quoi? Pourquoi il y a des enfants qui meurent de faim? Pourquoi de maladies? Elle m'a dit, la difficulté m'attire à l'action. Et voilà. Et puis notre discussion a commencé autour de ça, tu vois. La difficulté et matière à l'action. En fait, elle m'a fait comprendre que si on était tous dans un monde de bien, la vie n'aurait plus aucun sens, en fait. On est d'accord. Voilà. C'est un lieu où s'abriter, où se... D'accord. Ah ben voilà, tous les invités sont arrivés. Ah, mais dans le jardin, d'accord. Dans le jardin. Magloire, je te présente ma maman, Mariam. Ravi, très heureux. Ravi, moi je suis très heureux de vous rencontrer. Félicitations. Vous avez un fils formidable. Félicitations. Merci, Magloire. Je vous en prie.
vagues de verre. Ouais. Beau d'ici, dis donc. C'est magnifique. Ouais. Ah ouais, c'est Donc là, dans quel quartier sommes-nous? Là, on est à Strasbourg, Strasbourg. Centre, ouais. Ouais. Avenue d'Alsace. Là, on arrive chez Tendance Cycle, c'est chez mon frère, Cambyse. Tu viens d'Iran aussi. Vous venez aussi d'Iran d'ailleurs. Ouais. Tout le monde vient d'Iran. Les trois, c'est l'associé. Hein. On vient tous les deux d'Iran, Faria et moi, on est des vieux copains. Et vous êtes rencontrés en Iran. On s'est rencontrés ici, on s'est connus ici. Et puis voilà, autour d'une table, et puis on s'est dit, tiens, si on faisait un truc ensemble. Et puis on s'est lancé dans l'aventure du vélo, comme je disais, bien avant que le vélo soit d'actualité comme il l'est aujourd'hui. Et puis ben voilà, on s'est lancé là-dedans, et puis ben, on regrette pas du tout. Ça représentait quoi de venir en France? Alors c'est vrai que nous, on est venus dans une situation très particulière. Le régime a changé, la guerre a éclaté. Et c'est vrai que maman a eu le réflexe de nous faire partir. On était quand même très très jeunes, 15 ans pour ce qui me concerne. Pareil, mon associé, on est venus quasiment au même âge. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand on est arrivé ici, on ne parle pas la langue. À un âge où tu quittes les copains, la famille, les copines et tout ça, puis tu arrives dans une ville où tu n'as vraiment pas... tu n'as aucun repère, en fait. Quel est votre regard sur le travail de votre frère? Je suis fier. Je suis fier de mon frère, bien sûr que je suis frère. Et parce que, en fait, tout ça, on doit à notre maman. Toute cette fibre associative vient de maman, parce que maman était à la tête d'un orphelinat de jeunes filles en Iran. Donc c'est vrai que ça nous a tous un peu marqués. Et toute cette dimension sociale qu'on a en nous tous, je pense que vient de maman. Merci beaucoup. Ah bah merci à vous. Merci Cambyse, à tout à l'heure. Merci. On y va. Bonne continuation. C'est beau quand même, hein? Qu'est-ce que c'est beau, votre région. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, ici, on est près de ton frère. Ouais. C'est toujours Lille? Lille, toujours, oui. Le petit bras de Lille? Yes. Qu'est-ce que ça fait d'habiter dans une aussi jolie ville? On se rend compte qu'on habite dans une très belle ville? Ah oui, on s'en rend compte, oui. Tu vois, là, regarde, on est à vol d'oiseau, on est à 300-400 mètres du centre-ville. Regarde, t'as l'impression que t'es en forêt, là. Je veux dire, c'est inimaginable d'avoir ça dans une autre ville, tu vois. Ça, c'est Strasbourg. Partout où tu vas, t'as vraiment les grands arbres, centenaires, regarde les oiseaux, là, tu vois, on les entend. L'espace de quelques jours, Kamran m'a reçu comme un ami, voire un membre de la famille. Après des moments riches de partage, c'est dans la maison de Kamran et de Catherine que nous décidons de feuilleter l'album de souvenirs. Et moi, je vais te montrer le petit Kamran, la naissance à Téhéran. Le petit Kamran est né à Téhéran. Voilà, tu vois. Ouh, mais il est terriblement joufflu. Voilà, avec papa et maman. Donc on est en quelle année, là? 70. Ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes. Voilà, donc ça, c'est un des voyages où j'ai accompagné mon père. Comme je te disais, mon père venait en Europe, regarde là. Tu vas reconnaître quelque chose là. T'étais jeune, dis donc, devant la Tour Eiffel. Là, j'avais 5-6 ans, ouais. Tu vois, là, à Notre-Dame, Tour Eiffel. Tu ne savais pas qu'il y avait des vues peut-être derrière? Pas du tout, non. Ça, c'est l'arrivée à Strasbourg, là. Là, c'est le premier appartement quand mes parents sont arrivés en 79 avec mes deux frères. Cambyse, que tu as vu tout à l'heure dans son magasin, et le grand frère Corvet, qui nous a quittés malheureusement. Cette photo me marque beaucoup parce que j'ai une photo de ma maman en 72 à Téhéran où elle a un vêtement court, des manches courtes, regarde là, et les cheveux que à t'as vu l'air. tout à l'heure. Regarde, elle est là, regarde. Ah mais c'est ça, donc c'est les mêmes photos, les mêmes vêtements. Voilà. Et j'étais très étonné de voir des femmes en Iran. En mini-jupe, manches courtes. Tu as l'Iran réel, et après tu as l'Iran des médias occidentaux. Mais l'Iran réel, c'est un Iran
où tu as, par exemple, 60% des universitaires qui sont des femmes. Je veux dire, à part dans les pays occidentaux, montre-moi un autre pays en développement où tu as 60% de femmes dans les universités. L'Iran, c'est le berceau de l'humanité. Hein. C'est là où sont nées les premières villes du monde. Le croissant fertile, hein, la Mésopotamie, qui va de l'Irak, l'Iran, un bout de la Turquie, un bout de l'Afghanistan. Voilà, c'est toute une zone où sont nées les premières villes et où est née aussi surtout l'agriculture, la sédentarisation. L'art aussi, la dimension artistique a commencé. Je ne dis pas qu'il y a un monopole en Iran, je ne dis pas ça. C'est juste l'endroit où les gens ont commencé à se sédentariser et où tout ça a commencé à être possible. Après, bien sûr, ça s'est diffusé dans le monde entier. Donne-moi cette sélection de photos. Alors non, cette sélection, c'est celle de Kian. Tu fonces par là-bas et j'appelle Kian. Je vous laisse. Kian! Je vous laisse. Je vous laisse. Merci Kian d'être là un petit peu, de prendre un peu de temps avec nous. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette sélection que tu nous as faite? Ce sont les photos d'un départ et d'une arrivée en Occident. Et puis je trouve qu'il est assez beau, ce jeune homme. Il est beau, hein? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il t'évoque? Ce monsieur, c'est le grand frère de mon père, Corvée, qui était un père pour lui. Et c'est vrai que pour moi aussi, il a été... je dis toujours que j'ai eu deux pères. J'ai eu un père qui m'a donné l'anthropologie, la philosophie occidentale, Corvée, et j'ai un père qui m'a fait comprendre l'authenticité, la complexité de la vie et l'intérêt de l'exemplarité. Ça, c'était mon père biologique. Donc ils sont complémentaires et par exemple cette photo est la photo qui est sur mon bureau à côté de mes grands livres et de mes grandes inspirations. Yes. C'est quand ils sont arrivés en France, quand mon oncle a rejoint mon père. Mon père doit avoir 7-8 ans et mon oncle 10 ans de plus. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais de ton père aujourd'hui? Je lui ai dit un jour que c'était le seul philosophe que j'avais rencontré. Si j'apporte à un fils ce qu'il m'a apporté, j'aurais réussi ma vie. C'est très très beau, c'est la plus belle chose qu'on puisse dire de son père. C'est l'homme que j'aime le plus sur cette planète. Je te souhaite d'être un père aussi, au moins, aussi bien, si c'est possible, que le tien. On va l'appeler ton père, parce qu'on a besoin de lui. Baba John, Lotfan, Agasti, qui veut dire moi, Baba, père. Bobo, père. John, qui est mon amour. Tu m'as ouvert les portes de chez toi, ici. Tu m'as ouvert les portes de tes amis, ta belle famille, sans tabou. Donc, moi, je voulais te donner quelque chose qui vient de ma maman. C'est ces fameuses perles. Mais ces perles-là, on les donne à la naissance, au Togo, et puis on essaie d'être sage. Alors moi, j'ai un grand-oncle qui est très sage parce que ça tombe jusque par terre. Quant au mien, je serai sage plus tard. Alors, tu vas être le sage du jour et que cette perle-là te porte Merci, Magloire. bonheur. Et puis, Coloré. et puis là-dessus, sur ce cahier, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu as fait Rassemblance. Merci. Je te laisse avec mon cahier. Merci, Magloire. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ces mots. À Salut. bientôt. Bonne route, bonne suite. Genre de cahier que t'aimes bien, ça. Les hommes sont créés à partir de la même essence et constituent les différents membres d'un même corps. Si le destin venait à faire souffrir l'un d'eux, les autres membres ne connaîtraient plus le repos. Toi que le malheur des autres laisse indifférent, tu ne peux être appelé humain. Et de Saadi, un poète du XIIe siècle. Ça, il faut voir avec les Alsaciens. Hein.